Mystère, Mirage, Falcon. Ces noms sont indissociables de l'histoire de l'aéronautique mondiale. La lignée de ces avions est issue de la seule entreprise aéronautique au monde encore détenue par la famille de son fondateur. Dassault est synonyme de haute technologie, d'excellence dans le savoir-faire, de passion et de liberté. Tout cela ne s'est pas fait en un jour. Comme pour toute chose, il y eut un début. L'Europe est en paix. La vie quotidienne évolue grâce à d'innombrables inventions. Marcel Bloch naît le 22 janvier 1892 dans le 9e arrondissement de Paris. Dès l'enfance, il a une prédilection pour les arts et s'intéresse aux sciences. Le XXe siècle s'ouvre sur un monde industriel. Le jeune Marcel est très tôt confronté à cette révolution portée par la technique. C'est au cours d'une visite à l'exposition universelle de Paris en 1900 qu'il est impressionné par les machines mues par la fée électricité. Marcel effectue ses années d'études dans les lycées parisiens et sa passion pour la mécanique et l'électricité ne fait que grandir. C'est le 18 octobre 1909, avec l'apparition d'un aéroplane Wright, piloté par le comte de Lambert, que l'aviation est entrée dans son esprit et dans son cœur. L'aéroplane traverse Paris et contourne la Tour Eiffel. Baccalauréat en poche, Marcel opte pour des études scientifiques. Il entre à l'école d'électricité Breguet, où il obtient son diplôme d'ingénieur. Dans ces années, l'essor de l'aéronautique est spectaculaire. Cette conquête de l'air fait rêver le jeune homme. Ce rêve prend corps quand il intègre la toute nouvelle école supérieure d'aéronautique qui deviendra plus tard Supaéro. C'est la mobilisation. La France est entrée en guerre le 2 août 1914. Marcel Bloch est désigné pour coordonner la fabrication du Caudron G3. C'est un avion destiné à l'observation et au réglage de l'artillerie. Rapidement, il est aussi chargé de modifier les avions selon les vœux des pilotes. Dans cette première guerre mécanisée, l'avion s'avère être d'une efficacité déterminante et devient une arme essentielle. Marcel Bloch en prend conscience. Le jeune ingénieur en aéronautique constate que dans l'ensemble, les hélices ont un rendement médiocre. Il en étudie et dessine une nouvelle et décide de la fabriquer sous le nom d'hélice éclair. Ses performances sont indéniables. Très vite, elle équipe de nombreux avions de l'armée qui la retient comme l'une des 3 meilleures hélices sur les 250 séries existantes. Le SPAD 7, le vieux Charles de Georges Guilmer, le plus célèbre des as français, est lui aussi équipé de l'hélice éclair. C'est la renommée. Les commandes affluent. En quelques mois, la société que vient de créer Marcel Bloch et son ami Henri Potez devient l'une des 4 plus grandes fabriques d'hélices. Les 2 hommes entrent dans la légende de l'aviation. Toujours avec Henri Potez, qui est comme lui diplômé de l'École supérieure d'aéronautique, Marcel Bloch fonde la Société d'études aéronautiques, SEA, pour créer des avions. SEA 1, c'est le nom de baptême du premier prototype qu'ils conçoivent et construisent. Mais la motorisation est problématique et ils dessinent 2 avions qui restent à l'état de projet, le SEA 2 et le SEA 3. Gustave Douchy, as de la guerre, est le pilote d'essai du SEA 4. Les performances de cet avion biplace répondent parfaitement aux exigences de l'état-major français. C'est un succès. Le ministre de l'Armement passe un contrat pour 1000 appareils. Le premier SEA 4 de série vole le 11 novembre 1918, jour de l'armistice. Les commandes militaires d'avions sont résiliées. Seule une centaine d'exemplaires sortent des usines. Marcel Bloch est démobilisé. L'aviation militaire n'est plus à l'ordre du jour. Il n'y aura plus de commandes avant longtemps.
Malgré sa passion, il cède ses parts de la société à Henri Potez et s'éloigne de la sphère aéronautique. Marcel Bloch épouse Madeleine, la sœur de son ami Marcel Menkès. Cette union donne naissance à 2 garçons, Claude en 1920 et Serge en 1925. Son mariage l'amène à travailler dans l'ébénisterie de son beau-père, Hirsch Menkès, la même où il fabriquait ses hélices éclairs. Puis, pendant une décennie, il développe des activités et des sociétés dans le meuble, l'immobilier et l'automobile. C'est l'époque des grands raids. Chaque record fait vibrer les foules. Charles Lindbergh réussit l'exploit en 1927 de traverser l'Atlantique de New York à Paris en solitaire avec le Spirit of Saint-Louis. Marcel Bloch est au Bourget et le voit arriver. Fasciné, il comprend que quelque chose a changé. Son intuition est claire, l'aviation civile prend son essor. L'opportunité de revenir à sa passion s'offre à lui l'année suivante avec la création du ministère de l'Air. Le ministre Laurent Hénac veut relancer l'aéronautique française et une politique de développement des prototypes avec des budgets conséquents est mise en place. Cette mission est confiée à l'ingénieur Albert Cacot, qui est nommé directeur général technique et industriel. Lors de leur rencontre, Albert Cacot propose à Marcel Bloch de concevoir un avion postal. Marcel Bloch est enthousiaste. Entouré de son équipe d'ingénieurs, il reprend le chemin de l'étude et de la construction aéronautique. Le Marcel Bloch 60, MB60, ne tarde pas à sortir des ateliers. Terminé le bois, la colle et la toile, le prototype est entièrement métallique et s'élance dans le ciel de Buc le 12 septembre 1930. Mais la poste aérienne en est à ses débuts. Le besoin pour ce type d'appareil n'est pas à l'ordre du jour. Qu'importe, la nouvelle société des avions Marcel Bloch s'étoffe de nombreux collaborateurs, dont le jeune ingénieur centralien Henri Desplantes, futur directeur général technique, et 2 ans plus tard, son frère Paul, lui aussi centralien. La persévérance de son jeune patron est récompensée. Pour fabriquer la commande de 2 séries d'avions qu'ils viennent d'obtenir, ils investissent des ateliers à Courbevoie. Le MB80 est un avion sanitaire, lui aussi entièrement métallique. Il permet de transporter un blessé couché sur un brancard. À l'origine, Marcel Bloch avait remarqué que les appareils du même type avaient beaucoup de carences. Il développe son prototype sur fonds propres. Le constat est judicieux, car l'État en commande immédiatement 20 exemplaires pour secourir les blessés français pendant la guerre du Rif au Maroc. Quant au MB120, prévu pour le transport de 10 passagers, plusieurs versions ont été vendues, dont une coloniale et une civile, exploitées par la régie Air Afrique. En quelques années, Marcel Bloch devient le 2e constructeur français. L'industriel bouillonne d'idées et multiplie méthodiquement les projets. Il sait s'adapter aux exigences de l'État, précède même ses vœux. Il compose une équipe solide, elle est rodée quand une fiche programme d'un bombardier de nuit est lancée par le ministère. En quelques mois, il peut présenter le MB200 qui séduit le ministre de l'Air. Commande est passée, l'enjeu était de taille, le succès n'en est que plus grand. Pour exécuter ce marché, ils s'associent de nouveau avec Henri Potez et deviennent ensemble les industriels les plus puissants de l'aéronautique française. Le MB130 prend les airs l'année suivante en 1934. Il en est ainsi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Marcel Bloch applique sa politique de développement, propose des alternatives à la défense aérienne, adapte ses modèles, comme dans ce cas avec le MB131, un des avions de la toute nouvelle armée de l'air. À ses côtés, une flotte de MB210 se structure. À Reims, une escadre d'avions de bombardement va prendre son vol pour effectuer différents exercices. Des bombes de 500 kg sont chargées sur des chariots spéciaux et disposées sous l'avion, dans l'appareil lance-bombe aménagé à cet effet. La motorisation reste le point faible de la production aéronautique française. L'État commanditaire constate. Une nouvelle version dotée d'un moteur plus performant ouvre à une descendance civile, le MB220. Air France l'apprécie particulièrement et l'exploite sur de nombreuses lignes. 16 passagers voyagent à 300 km/h. Le
le pilote d'essai André Curval effectue le premier vol du MB-160 le 18 juin 1937. Ce quadrimoteur de toute première classe, dont la version de série a pour nom MB-161, suscite l'intérêt d'Air France. L'invasion allemande mettra fin au projet provisoirement. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, Marcel Bloch poursuit ses créations et explore les domaines d'application des appareils comme les hydravions, dont le MB-480. Au cœur des années 30, la situation sociale est tendue. Les grèves se succèdent et se durcissent. Marcel Bloch s'organise au fil des décisions gouvernementales, rachat de sociétés liées à l'aéronautique, déplacement de bureaux d'études et d'usines de production. Son réalisme industriel passe aussi par ses convictions sociales. Dès 1935, il donne une semaine de congé payé. L'année suivante, le Front populaire vote, outre la semaine de 40 heures, 2 semaines de congé payé. De son côté, Marcel Bloch négocie 3 semaines avec ses ouvriers qui reprennent le chemin des ateliers. Il consolide constamment ses équipes avec de jeunes ingénieurs comme Bancian Grebelski ou Xavier Diribarne. Pierre Cotte est nommé ministre de l'Air du gouvernement du Front populaire. L'État nationalise les sociétés d'armement, l'aéronautique en fait partie. La Société des avions Marcel Bloch ne fait pas exception. Une restructuration en 6 sociétés nationales est mise en place. Mais le ministre désire conserver les hommes compétents à la tête des entreprises. Il demande à Marcel Bloch d'être administrateur délégué et directeur général de la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, la SN CASO. Marcel Bloch accepte, Henri Desplantes, lui, est nommé directeur technique. Si l'industrialisation des avions est l'exclusivité de l'État, Marcel Bloch peut poursuivre ses activités de conception. Il retrouve un peu d'indépendance en créant de nouvelles structures, dont la Société anonyme des avions Marcel Bloch. Les Allemands envahissent la Pologne. L'explosion du conflit est imminente. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne. L'effort industriel aéronautique devient prioritaire. Pour contrer la Luftwaffe d'Hitler, les avions de chasse sont commandés en quantité. Marcel Bloch produit à grande cadence la série des MB-150 et des bombardiers légers MB-170. Les avions passent sur l'aérodrome de l'usine où les premiers essais sont effectués. C'est ainsi que chaque jour, des escadrilles complètes sont mises à la disposition des formations du front. Mais il est trop tard. Derrière leur Stuka, les envahisseurs balayent les forces françaises. La famille Bloch se réfugie au centre de la France, puis au sud. C'est là qu'ils sont arrêtés, amenés et détenus à Écully, puis à Lyon, au fort de Montluc. Transférés à Drancy, Claude, Madeleine et Serge restent dans ce camp tandis que Marcel Bloch, qui refuse toujours de travailler pour l'ennemi, est emmené par le dernier convoi de la mort et déporté à Buchenwald. Il y reste plus de 8 mois. Les Alliés reprennent peu à peu le contrôle des airs. Les chars de la 2e division blindée du général Leclerc libèrent Paris. La Deuxième Guerre mondiale s'achève, l'Allemagne puis le Japon capitulent. L'aérodrome du Bourget accueille de nombreux déportés. Marcel Bloch, lui aussi, retrouve enfin le sol de France. Un nouveau gouvernement est déjà formé. L'un des ministres est Marcel Paul. Communiste, prisonnier, responsable clandestin au camp du Buchenwald, il lui a sauvé la vie pendant sa détention. Le frère de Marcel Bloch, le général Paul Bloch, avait pendant la guerre le pseudonyme de Char d'Assaut. Pour estomper cette époque douloureuse, il change de nom, il s'appellera désormais Dassault
Marcel Dassault. Comme rien n'a entamé sa passion, à 53 ans, il reprend immédiatement les rênes de son entreprise. À la Libération, l'État maintient le principe des nationalisations d'avant-guerre. Mais les enjeux de l'aéronautique ont malgré tout changé. Charles Tillon, communiste, nommé ministre de l'Air, annonce « C'est à un grand effort d'organisation et de rénovation de l'aviation française que je vous convie. Nul ne doit s'y dérober. Nous avons l'intention d'établir des programmes de... » Même si les sociétés nationales sont privilégiées, très vite, l'État passe commande aux sociétés privées. Pendant l'occupation, une grande partie des usines Dassault ont été confisquées par les Allemands. Une certaine capacité de production est maintenue à Boulogne, à Talence et à Saint-Cloud. Destruction des infrastructures, matériel obsolète, Marcel Dassault va de l'avant. Il reconstruit et modernise son outil de travail et crée des filiales pour chaque site réorganisé. Quelques mois plus tard, il rebaptise sa société de son nouveau nom, la Société des avions Marcel Dassault. Il n'oublie pas ses hommes de confiance. Il nomme Bension-Grebelski, qui prend le nom de Beno Claude Vallière, à la direction de l'usine de Saint-Cloud, et embauche d'autres jeunes ingénieurs comme Joseph Riesenthaler, diplômé de l'école des mines. Tout est en place. Marcel Dassault reprend contact avec les services officiels pour proposer une modernisation de son quadrimoteur MB-161. Le ministre préfère conserver la version originale. Construit par la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est, l'avion est exploité par Air France sous le nom de SE 161 Languedoc jusqu'en 1956. Alors, bonjour, ici à France, François Ursul Naimi, prêt à décoller à vous. Alors, Ursul Naimi de la Tour du Bourget, vous pouvez décoller. Bon sol, sud-ouest, s'il vous plaît. À vous. D'autres usages lui ont été assignés comme celui de bancs d'essai volant pour les prototypes d'avions et de moteurs. Des projets plus ambitieux d'avions commerciaux sont proposés, mais ne trouvent pas plus d'écho. Marcel Dassault renoue des liens avec l'état-major de l'armée de l'air, qui lance alors un appel d'offres pour un avion de liaison. 2 prototypes sont présentés au ministre de l'Air, André Maroselli, pour répondre à la fiche programme éditée. Fidèle à son mode d'action, Marcel Dassault a développé un autre prototype financé avec ses fonds propres. Le MD 315 flamand, beaucoup mieux motorisé, est le fruit de ce travail et effectue son premier vol le 6 juillet 1947. Le pari est gagné. Après concours, André Maroselli choisit cet avion et en commande 325 pour renforcer la flotte aérienne française. Dans le même temps, Marcel Dassault poursuit ses recherches dans le domaine de ses premières amours, les hélices. Il dévoile sa dernière création pour le président de la République Vincent Auriol au Salon de l'aéronautique en 1949. La motorisation à réaction entame son ascension. L'aviation n'appartient plus exclusivement à l'hélice et ses turbopropulseurs. Marcel Dassault en est convaincu. Pendant plus d'une vingtaine d'années, la société travaille malgré tout en parallèle sur certains programmes à hélice demandés par les décideurs politiques. Le MD 415 Communauté est l'un de ces prototypes définis pour s'adapter à la guerre d'Algérie. Un avion d'appui et de liaison transportant une dizaine de personnes devant être mieux armé et protégé que les anciens modèles concurrents. L'équipe de Paul Desplantes et Paul Chassagne s'affaire autour du nouveau-né qui pourrait remplacer le Flamand. Le 10 mai 1959, l'avion prend les airs. L'État intervient pour que, dorénavant, ce projet évolue vers une coopération avec Sud Aviation qui finalise un appareil similaire. Une nouvelle version commune est mise en chantier quand le ministre des Travaux publics et des Transports les informe qu'un autre avion a été choisi, le Broussard. D'autres projets répondant aux souhaits de l'État ne trouvent pas de commande à la clé. Et moins d'une décennie plus tard, le MD 320 Hirondelle profile ses ailes élégantes entre les nuages. Ce bimoteur à hélice destiné à l'entraînement des pilotes ne va pas, lui non plus, au-delà du prototype. La raison est claire. L'État et les clients d'avions d'affaires optent désormais pour la propulsion à réaction.
Avec l'Hirondelle de 1967, les équipes ont travaillé sur le dernier appareil à hélice conçu par la société. Marcel Dassault renonce définitivement à répondre à tout appel d'offres d'avions de ce type. Lors du Salon de l'aviation de 1949, le président Vincent Auriol est satisfait. L'État possède enfin le premier avion de chasse à réaction entièrement français. Marcel Dassault a concrétisé cette volonté avec son MD 450 Ouragan. L'aventure de l'aviation à réaction commence dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les autorités politiques nourrissent l'ambition de réaliser des avions de combat avec cette technologie. Bien qu'en retard sur les Allemands et les Américains, les bureaux d'études des sociétés nationales se consacrent à cette œuvre. Le moteur à réaction qui équipe les prototypes a été choisi par le ministère de l'Air qui fait acheter la licence du réacteur Rolls-Royce Nene par la société Hispano-Suiza. Les résultats sont mitigés. C'est seulement au terme de ces essais que le nouveau réacteur Hispano-Suiza sera livré à l'avionneur. Autour de ce réacteur, Marcel Dassault dévoile une proposition de développement simple et réaliste aux instances du ministère de l'Air. Lors de ce rendez-vous en 1947, il esquisse l'avion plus léger que les autres, il le baptise Ouragan. Tout s'enchaîne. Il embauche Jean Cabrière, futur directeur technique, pour prendre en charge le projet, et Jean Roux. L'équipe est au travail à Saint-Cloud. L'Ouragan prend forme sous les crayons des ingénieurs. Le projet séduit l'état-major qui commande sur le champ 3 prototypes de chasse d'interception. En moins de 18 mois, l'Ouragan peut effectuer son premier vol. Kostia-Rozanov s'élève dans le ciel le 28 février 1949 à Melun-Villaroche. L'État s'empresse d'acquérir une présérie de 12 exemplaires pour la mise au point opérationnelle. D'autres achats importants s'en suivent. Les usines Marcel Dassault de Mérignac fabriquent aujourd'hui en série le chasseur à réaction Ouragan. Si la société a été autorisée à ouvrir des chaînes de montage, une partie de la production a été répartie dans les sociétés nationales. La SN Cazaux, par exemple, construit les cellules et les ailes sur les sites de Nantes et de Saint-Nazaire. D'anciens collaborateurs de retour sont partie prenante dans cette réussite. Henri Desplantes, au poste de directeur général technique, ainsi que son frère Paul Desplantes. Et 2 ans plus tard, Xavier Diribarne, revenu pour créer le bureau d'études de série. Car l'Ouragan se vend bien. Plus de 350 appareils sont construits pour la France et pour des pays étrangers. C'est le premier avion de combat français à être exporté. La société Dassault vend ses avions à l'Inde, livraison effectuée par voie maritime, et plus tard à Israël. Les armées de ces pays ont employé ce chasseur à réaction sur les théâtres d'opération lors de conflits. L'Inde contre le Pakistan et Israël contre les pays arabes. L'Ouragan, avion de l'armée de l'air et de la patrouille de France, devient la référence pour la nouvelle génération d'appareils. Cette génération s'épanouit avec les mystères. Avec elle, Marcel Dassault veut relever le nouveau défi français, le mur du son. La barrière mythique a été franchie depuis peu par les Américains et les Anglais. La nouvelle voilure du mystère, plus en flèche que celle de l'Ouragan, est prometteuse. Le colonel Kostia-Rozanov est un pilote d'essai au caractère bien trempé, aussi facétieux au sol que rigoureux en vol. Sur la base d'Istres, pour la première fois, il a mesuré les performances du mystère le 23 février 1951. Un vol plein d'avenir. Via l'OTAN, les délégations américaines et des pilotes de l'US Air Force s'intéressent de près au matériel français, qui ne cesse de se perfectionner, et sont à l'écoute de ceux qui les utilisent. La politique des petits pas, chère à Marcel Dassault, est simple et logique. Pas de rupture technique dans l'évolution des modèles. Des innovations toujours, mais limitées et ciblées. Dès que cela lui est possible, il essaie aussi d'acquérir une certaine autonomie technologique. L'augmentation des forces aérodynamiques rend les avions à commande manuelle très difficiles à piloter. Il faut donc installer des assistances d'hydraulique. Comme celles qu'il achète ne le satisfont pas du tout, il charge Joseph Riesenthaler et son adjoint, Jean-Luc Lagardère, de définir une gamme maison de servo-commandes. Les commandes de vol réalisées équipent maintenant ces appareils. Les pilotes sont unanimes.
Elles sont de qualité tout à fait exceptionnelle. Elles rivalisent largement avec les meilleures mondiales. Les résultats ne se font pas attendre. L'année suivante, le Mystère 2 est le premier avion français à passer le fameux mur du son. L'armée de l'air s'équipe de 150 de ces appareils. Jacqueline Auriol a trouvé l'avion pour assouvir sa passion de la vitesse. Le Mystère 2 lui offre l'opportunité de devenir la deuxième femme au monde à passer la barrière sonique. Pendant de nombreuses années, elle bat record sur record. Je crois qu'il a fallu beaucoup d'intelligence et beaucoup de bonne volonté pour établir en si peu de temps ce record. Ça me fait terriblement plaisir d'avoir enlevé ce titre sur un avion français, puis que ce soit une Française, justement, qui soit la femme la plus rapide du monde. Les services officiels français désirent poursuivre l'évolution du Mystère 2 de manière expérimentale. Henri Desplantes et Jean Cabrières ont pris en charge le dossier et donnent naissance au Mystère 4. Le 28 septembre 1952, Kostia-Rozanoff évalue les 25 premières minutes de vol du prototype à Melun-Villaroche. La suite des essais se déroule au-dessus de l'aérodrome d'Istres. L'appareil est analysé sous toutes ses coutures. L'équipe des essais en vol, pilotes et ingénieurs, décrypte les performances. Les services officiels en constatent sur le terrain les qualités. Quelques semaines plus tard, l'OTAN choisit et finance la construction de 225 de ces appareils sous le nom de Mystère 4A. À Bordeaux, un Mystère 4 a été remis par les usines Dassault à l'armée de l'air américaine pour les forces Centre-Europe en présence de son constructeur. Monsieur Marcel Dassault, aux côtés de Monsieur Laforest, secrétaire d'État à l'air, a remis aux autorités de l'OTAN le 225e Mystère 4. Ce marché propulse la société sur la scène internationale. Du même coup, elle offre un ballon d'oxygène à l'industrie aéronautique française qui trouve là des moyens de développement. L'intérêt du président René Coty pour les avions de la société est incontestable. Il écoute Marcel Dassault avec attention quand il lui décrit les projets en cours. L'entreprise est une nouvelle fois à l'honneur quand le Mystère 4 évolue sous les couleurs de la patrouille de France. Après plusieurs années de meetings, la formation offre une première mondiale au public du Salon de l'aéronautique du Bourget de 1957, l'utilisation de fumigènes tricolores. La technique pour obtenir ce panache coloré a été mise au point par la société Dassault. Dans ces décennies de croissance, les embauches se poursuivent. Serge Dassault fait partie des recrues de la société. Après plus de 4 ans passés au bureau d'études des avions de série, il est nommé directeur des essais en vol en 1955. Le jeune homme est né le 4 avril 1925. Sa scolarité s'est partagée entre Paris, au lycée Janson de Sailly, et le sud de la France. Peu après la guerre, de retour à la capitale, il a intégré Polytechnique. Comme son père, passionné d'aviation, il est diplômé de super-héros. À son arrivée aux essais en vol, il rédige plusieurs documents dont une charte des essais qui, dorénavant, encadre précisément les programmes d'essais. Car la société est endeuillée. Tragédie survenue dans les 2 années précédentes. La mort des pilotes d'essai Charles Monnier et Kostia-Rozanoff. Pour Marcel Dassault, le frein à ses projets vient de l'électronique. La France ne construit pas de radar et beaucoup d'autres matériels dorénavant indispensables dans les avions. Il veut garder son autonomie. Il embauche un ingénieur électronicien, Bertrand Donny, entouré d'une 20aine de personnes, pour mettre au point un radar aéroporté de pointe avant. L'équipe s'installe à Argenteuil. La réussite est patente. Après quelques années, les statuts de la société électronique Marcel Dassault sont déposés. Serge Dassault remplace Benoît Claude Vallière à la tête de l'entreprise en 1967. 19 ans après sa création, la société prend le nom d'Électronique Serge Dassault. Au début des années 50, les directives gouvernementales encouragent le regroupement des entreprises. Marcel Dassault concentre alors toutes ces sociétés en une seule, la Générale Aéronautique Marcel Dassault, la GAMD. Comme convenu, les Mystère 4 livrés à l'OTAN ont été offerts à l'armée de l'air française. Ce succès aidant, les instances politiques et militaires sont plus ambitieuses. Ainsi, les différentes versions de ce modèle intègrent les avancées technologiques qui se succèdent rapidement dans les domaines des cellules, de l'aérodynamisme et des moteurs à la puissance accrue. La version biplace Mystère 4N intègre dans le nez de l'avion les premiers radars aéroportés français, Aladdin et Aïda, développés par la société électronique Marcel Dassault.
De leur côté, les services des armées désiraient un Mystère 4 muni d'un réacteur plus puissant, ce qui fut fait avec le Mystère 4B. La vente d'appareils est importante, mais le 15 mai 1956, Gérard Museli est au manche du Super Mystère B2 qui a été autofinancé par la société. L'armée de l'air est conquise. La décision est rapide. La première commande de Mystère 4B est résiliée au profit de ce tout nouvel avion, beaucoup mieux motorisé. Super Mystère B2, Marcel Dassault, France. Intercepteur supersonique propulsé par un réacteur à post-combustion ATAR 101 G2 de 4500 kg de poussée. Possède un armement puissant. L'État répartit sa commande dans les sociétés nationales de constructions aéronautiques du Nord, du Sud-Ouest et du Sud-Est, et à la Générale Aéronautique Marcel Dassault. La série est importante. Pour la réaliser, Marcel Dassault installe la chaîne de montage finale dans l'usine de Mérignac. D'autres usines, comme celle d'Argenteuil, sont dotées des machines les plus performantes du moment. Elles améliorent de façon significative le rendement. La guerre de Corée éclate en 1950, elle dure 3 ans. La France n'intervient qu'à travers l'ONU, représentée en majorité par les Américains. Pour la première fois dans l'histoire, les avions de combat à réaction démontrent que la puissance aérienne est déterminante. Un an après, l'Assemblée nationale adopte une loi pour la modernisation de l'ensemble de l'armée. Un accent particulier est mis sur le domaine aéronautique. La guerre de Corée a été riche d'enseignements. La France a besoin d'un intercepteur léger pour contrecarrer une attaque de bombardiers à haute altitude. La société Dassault propose le Mystère Delta, qui répond déjà en partie à ces critères. Avec Marcel Dassault, tout le monde est à la tâche. Henri Desplantes, le directeur général technique, Serge Dassault, directeur des essais en vol, sont sur le qui-vive pour permettre un premier vol en toute sécurité. Le commandant Roland Glavany, nouveau chef pilote de la société, est l'heureux élu pour effectuer le premier essai en date du 25 juin 1955. Après un chantier d'optimisation technique, l'avion est estampillé Mirage 1. L'État tergiverse. Marcel Dassault croit à cet aile Delta, il veut aller plus loin, et vite. Enfin, une motorisation de haute performance est mise à sa disposition par le gouvernement. Au banc d'essai, le réacteur Snecma ATAR est amené à sa puissance maximum. Sans l'aide de l'État, il entame l'étude d'une version plus élaborée de son premier Mirage. Le projet Mirage 3 est entre les mains des ingénieurs. La France est engagée dans la guerre d'Algérie. L'état-major de l'armée de l'air adapte ses armes à ce conflit. Il veut un avion léger d'appui tactique et chasse armée. Au même moment, l'OTAN organise un concours pour obtenir un appareil pratiquement identique. L'équipe de Paul Chassagne et Jacques Estèbe dessine un avion dérivé du Super Mystère. C'est le Mystère 24 qui prendra officiellement le nom d'Étendard 4. Il escalade le ciel de Mérignac en juillet 1956 avec aux manettes Georges Briand. Bien que l'OTAN ne donne pas suite à cette proposition, le ministre aux Forces armées français est favorablement impressionné par les qualités de l'avion et confie à Marcel Dassault le marché d'études d'une version marine. « 80 étendards 4M, augmentés d'une vingtaine d'étendards 4P, spécialisés dans la prise de vue photographiques et films, sortent des usines pour apponter sur les porte-avions Clémenceau ou Foch. Le général de Gaulle est toujours très soucieux des besoins d'équipement des armées françaises. Les choix de sa politique d'armement sont sans équivoque et il participe activement à leur mise en service. C'est encore le cas pour l'étendard, dont il supervise des séances d'exercice. Ces avions resteront en activité jusque dans les années 80. Quelques années après, le Super Étendard lui succède. Premier avion de combat français à disposer d'un système d'armes moderne, dont l'arme nucléaire tactique, il vient renforcer les capacités de la Marine nationale. 1956, le dirigeant égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. À l'origine du financement du canal, la France et le Royaume-Uni, qui racheta ensuite les parts détenues par l'Égypte. Les Israéliens interviennent pour reprendre le contrôle de ce passage stratégique, synonyme d'enjeux économiques considérables. C'est une crise internationale majeure. Russes et Américains sont partie prenante dans cette affaire. Sous leur pression, les forces françaises et anglaises sont contraintes de se retirer.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni détiennent l'arme atomique. Le général de Gaulle, dès la fin de la guerre, s'investit pour que la France ait sa propre force de dissuasion nucléaire. Ses successeurs de la 4e République poursuivent dans cette voie. Le président du Conseil, Félix Gaillard, annonce en 1958 une campagne de tir dans les 2 ans. Conséquence de la guerre de Corée et de la crise de Suez, Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, veut à tout prix aboutir. Du moment que les 3 autres restent pour leur compte surarmés, la France ne consent pas du tout à une infériorité chronique et gigantesque. Les travaux de recherche s'intensifient et outre l'acquisition de l'arme atomique, il faut aussi des vecteurs pour la transporter. Plusieurs étapes sont nécessaires avant d'arriver à un avion capable de porter l'arme nucléaire. Il faut se baser sur l'existant. La motorisation est l'une des clés de ce chantier. Et au fur et à mesure des développements, plusieurs séries de réacteurs sont proposées par l'État pour faire évoluer les différents modèles du Mirage 3. Le feu vert est donné par les plus hautes instances pour concrétiser un prototype, puis une version de pré-série, le Mirage 3A. Pour tous, l'émotion est au rendez-vous quand Roland Glavany fait vibrer les réacteurs du Mirage 3. À partir du vol du prototype le 17 novembre 1956, la légende du Mirage 3 se construit à force d'essais et d'évolutions techniques. Ces séances d'essais sont justement l'occasion pour Marcel Dassault de réunir les spécialistes de tous horizons et de défendre ses idées et ses matériels qu'il définit souvent sans apport financier extérieur. Le directeur des essais en vol, Serge Dassault, s'exprime sur ces sujets à la télévision française. De nous dire quels sont les principes qui dirigent la maison Marcel Dassault dans le choix de ces prototypes. Eh bien, nous essayons avant tout de faire des avions à usage multiple, à missions différentes. La France est un pays qu'on peut dire pauvre, qui ne peut pas se payer des avions de types différents, comme l'Amérique. C'est ce que nous avons voulu réaliser en fabriquant les standards 4, le Mirage 3 et 404. Militaires et politiques, acquis à ces principes, proposent malgré tout au cours du temps d'autres orientations pour l'adapter à des missions plus précises. Même si les moyens financiers français ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, la carrière commerciale des Mirages est longue. Car le Mirage 3 est devenu rapidement l'un des avions les plus en vue au monde. Une de ses forces est sa vitesse. Et pour cause, toujours aux manettes, Roland Glavany s'enrichit d'une première européenne en passant une nouvelle frontière avec le Mirage 3 A01 Mach 2, plus de 2000 km/h, et cela sans fusée d'appoint. Cet objectif est prévu dès son origine. Les dessins de l'avion couchés sur le papier en 1956 définissent une forme du fuselage en taille de guêpe, qui intègre et optimise la loi des airs découverte par les Américains. Les équipes d'assaut sont soudées. Les mises au point sont rigoureuses pour que les pilotes, comme Gérard Muselli, puissent tester les appareils en toute sécurité. Les avancées scientifiques, l'efficacité du personnel au sol et la dextérité des pilotes permettent aux avions d'accumuler les records. Ainsi, après avoir conçu un monoplace et un biplace à aile delta, plus de 2 fois supersoniques, et s'appuyant sur une longue expérience industrielle, la générale aéronautique Marcel Dassault les produit en grande série pour l'armée de l'air française et les propose aux forces aériennes étrangères. Les ventes de l'appareil et de ses dérivés sont nombreuses. Plus de 20 pays acquièrent cette technologie française. Grâce à des contacts fructueux de Serge Dassault avec les instances australiennes, ce pays se dote en 1959 de plus de 100 Mirage 3O, construits sous licence en Australie. La Suisse aussi désire posséder un avion de combat adapté à sa situation géographique. Après une rude comparaison avec le Saab Draken suédois, le Mirage 3 emporte le marché. Israël modernise aussi son aéronautique par l'achat de Mirage 3J. Il possède déjà une large panoplie d'appareils français, Ouragan, Mystère ou Super Mystère. Grâce à eux, l'État hébreu impose sa suprématie aérienne lors de la guerre des 6 jours. L'Égypte procède d'importants mouvements de troupes dans le désert du Sinaï et impose un blocus. Les Israéliens, pour contrer les forces arabes, décident de lancer une attaque préventive. Début juin 1967,
Les Mirage 3 et les Super Mystères détruisent les aérodromes des armées arabes. Après 6 jours de combat, Israël gagne cette guerre éclair. Les avions d'assaut, forts de leur efficacité sur le théâtre des opérations, acquièrent une renommée mondiale. Le bombardier supersonique, qui portera la bombe nucléaire française, n'est plus un rêve. En grand secret, le 17 juin 1959 à 10h20, le premier décollage de l'intercepteur Mirage 401 est exécuté par Roland Glavany sur la piste de Melun-Villaroche. Les 40 minutes d'exercice et d'analyse de données du vol sont une grande satisfaction pour tous. La société Dassault travaille déjà depuis plus de 3 ans sur ce programme, développé sous la responsabilité de Jean-Jacques Samin. Et le premier vol a eu lieu le 17 juin dernier. Chacun s'investit pour permettre au prototype de voler dans les délais impartis et dans des conditions de sécurité exemplaires. En cela, les mécaniciens jouent un rôle particulier. Leur expérience dans la construction d'un prototype peut être vitale. Les pilotes sont les premiers concernés et les premiers reconnaissants pour le travail qu'ils accomplissent. Il vous plaît cet avion? Beaucoup, beaucoup. Il est plutôt plus facile que les autres même. Le ciel de Regan, en Algérie, vibre sous la première explosion de la bombe A française, le 13 février 1960. La France possède l'arme atomique. Le vecteur doit être opérationnel au plus tôt. Les Mirage 4A de présérie permettent d'atteindre les définitions exigées tant sur les plans des performances des systèmes de navigation que du bombardement, avec des configurations propres à la bombe nucléaire. Le président Charles de Gaulle veut être informé sur toutes les avancées de la force de frappe. Il est le plus fervent promoteur de cet avion, car le Mirage 4 est certes un instrument militaire, mais aussi un instrument politique. Le Premier ministre, Georges Pompidou, et le ministre de la Défense, Pierre Messmer, se déplacent à Bordeaux-Mérignac et rencontrent Marcel Dassault. Un geste fort pour marquer la création en octobre 1964 du premier escadron de bombardement officiellement déclaré opérationnel. Pendant plus de 4 ans, 2 Mirage 4A sont livrés tous les mois aux forces aériennes stratégiques françaises. D'autres réalisations secrètes engagent la société Dassault avec les autorités françaises et étrangères. Le missile balistique sol-sol MD-620 Jericho fait partie de celle-ci. L'État français, préférant ne pas s'adresser à une de ses entreprises nationales, oriente le ministre de la Défense israélien Shimon Peres vers la société Dassault. Benoît Claude Vallière annonce à la délégation ministérielle pour l'armement qu'il accepte de reprendre l'étude aux frais de la société. Plusieurs lancements amènent à réaliser avec succès des premières européennes en matière de lanceurs. Malgré la qualification quasi complète du missile, qui est prêt pour une exploitation industrielle, les instances françaises mettent un terme à ce programme. L'État d'Israël finalise l'engin seul. Au début des années 60, les résultats économiques de la société Dassault sont appréciables. Les salaires sont maintenus au-dessus de ceux de la profession. Au lieu des 3 semaines de congés payés imposées par la loi, Marcel Dassault en attribue 4. La croissance économique favorise l'application de la politique d'indépendance de la France. L'industrie aéronautique française est au 3e rang mondial. Américains et soviétiques luttent pour la suprématie dans l'espace. Les bureaux d'études français rejoignent leur niveau technologique et parfois le dépassent, comme dans le domaine des avions à flèche variable ou le Concorde. C'est une époque de grande activité industrielle. Aussi, le président Charles de Gaulle et le ministre des Armées Pierre Messmer réorganisent le paysage aéronautique français. Les engins sont attribués à Matra, les moteurs à la SNECMA, les radars à Électronique Marcel Dassault et à Thomson CSF, et les avions civils à Sud Aviation. La Générale Aéronautique Marcel Dassault, GAMD, hérite quant à elle des avions de combat et des avions d'affaires. En quelques décennies, une profusion de prototypes sort de ces usines. L'avion expérimental Balzac V001 n'est pas encore livré aux cieux en ce 12 octobre 1962. René Bigan teste en toute sécurité le premier vol stationnaire de l'avion maintenu au sol par des câbles. Ce long programme a débuté depuis 1 an. Les états-majors de l'OTAN ont émis le vœu d'acquérir un avion de combat qui décolle et atterrit verticalement. L'objectif est simple, opérer au plus près du front en diminuant les contraintes de décollage et d'atterrissage afin d'éviter les longues pistes vulnérables.
La GAMD, en coopération avec Sud Aviation, a confié la construction de ce prototype à Yves Thirier. Le pilote, René Bigan, a maintenant l'expérience de plusieurs heures d'essai avec le Balzac V. L'aspect vertical est réduit au décollage et à l'atterrissage. Et il est évident que dans cette phase de vol, on peut comparer l'hélicoptère et l'avion. Les commandes sont aussi simples, je dirais même que l'avion, comme le Balzac, est plutôt plus facile que la plupart des hélicoptères actuellement en service. Tout le monde est curieux de constater de visu les décollages verticaux et autres prouesses de cet étrange oiseau. Si ses performances sont indéniables, son maniement est malgré tout complexe. 2 accidents mortels affectent le programme. Le Mirage 3 V01 lui succède avec des choix technologiques différents. Beaucoup plus imposant, il se trouve face à d'autres obstacles. Les performances désirées par l'état-major de l'armée de l'air ne sont pas au rendez-vous et les améliorations nécessaires s'avèrent beaucoup trop coûteuses. Un 3e prototype voit le jour. Dans la catégorie des avions hors normes, le Mirage 3 V02 est en bonne place. Il est encore à ce jour, et ce depuis le 12 septembre 1966, le seul appareil au monde à décollage et atterrissage vertical à voler à plus de Mach 2. Toutes les équipes de la société partagent cet exploit avec son pilote Jean-Marie Saget. Mais cette technologie est chère et demande une logistique importante. L'OTAN se désintéresse de ce type de recherche et renonce à tous ses programmes. Cette même année, la France se retire de l'OTAN. Le général de Gaulle veut une liberté de choix des programmes aéronautiques et que les avions soient dessinés autour d'une motorisation française. Effectivement, toute la série des Mirage G, Mirage à flèche variable, est donc pourvue de moteurs Snecma. Jean Cabrières définit les caractéristiques du Mirage G, premier prototype étudié par l'équipe de Jean-Paul Aymoré et Jean-Jacques Samin. Le principe d'une aile à géométrie variable est d'autoriser des vitesses élevées avec une consommation de carburant réduite quand les ailes sont en position arrière, proche de l'aile delta, et de disposer de qualités aérodynamiques excellentes aux basses vitesses quand les ailes sont en position avant, ailes déployées. Seulement 2 ans après le premier coup de crayon, Jean Coureau concrétise, le 18 novembre 1967, les espérances des ingénieurs, des techniciens et des compagnons. Les ailes du Mirage G se déploient ou se rétractent pour s'adapter aux conditions de vol. Les coopérations nationales et internationales sont inhérentes à ces projets de grande ampleur. Elles ne trouvent pourtant pas forcément de suite, comme dans ce cas avec l'Angleterre et les États-Unis. Pour avancer, il faut s'en accommoder et s'adapter pour répondre aux attentes des ministères. Deux autres appareils à flèche variable, les G8, volent à Istres entre les mains de Jean-Marie Saget. Dassault est la seule société au monde à avoir développé en moins de 10 ans les 2 formules, décollage vertical et géométrie variable. Cette série de projets se termine en 1973. Elle avait débuté en 1961. Le ministère des Armées doit adapter ses ambitions financières à une conjoncture moins favorable. En parallèle au Mirage G, une fiche programme définissait un autre appareil à aile fixe, le Mirage F. Les 2 programmes ont été menés de front par la société Dassault. En ce qui concerne le Mirage F, les 2 premiers projets, Mirage F2 et F3, sont purement et simplement abandonnés. Les moteurs prévus sont américains. Marcel Dassault s'engage sur la réalisation du Mirage F1, plus petit et propulsé par un moteur français. Les débuts du prototype ont lieu le 23 décembre 1966. René Bigan survole Melun-Villaroche de façon concluante. Et une semaine plus tard, franchit aisément Mach 2. La tragédie n'en est que plus douloureuse. Après quelques semaines d'essai, pendant un vol, un phénomène de vibration divergente déstabilise l'avion qui percute le sol. René Bigan, chef pilote de Dassault, décède. Malgré l'accident, les services officiels demandent la poursuite des essais. Les qualités de l'avion sont alors exploitées avec justesse. De multiples déclinaisons sont proposées à l'exportation, car le succès du Mirage F1 est important et ne faiblit pas. Plusieurs centaines d'unités sortent des usines pour étoffer les armées de l'air étrangères. La société s'appelle depuis peu Avions Marcel Dassault, quand entre, en 1966, Bruno Revlin-Falcoz, un jeune ingénieur supaéro. Le Mirage F1E, E pour Europe, est son premier dossier. L'avion est l'enjeu de commandes importantes, le marché du siècle, comme le présente la presse.
Face à lui, le F-16 américain emporte au final les faveurs de certains pays européens. Comme aucune vente ne se profile, le ministre de la Défense stoppe le programme en 1976. Toutes ces recherches sur des conceptions technologiques originales aident la société à rester constamment au top niveau, en particulier dans le domaine des commandes de vol. La société Dassault met un point d'honneur à rester l'un des leaders dans ces équipements qui deviennent des éléments essentiels des avions modernes. Marcel Dassault ne se cantonne pas à l'aviation militaire. Il ne perd pas de vue la construction civile et bien qu'il ne soit pas aidé, il s'engage avec ses fonds privés dans la conception d'un biréacteur de liaison. Le projet du Mystère 20 est un pari très risqué. L'aviation d'affaires est embryonnaire en ce début des années 60. Marcel Dassault intéresse la société Sud Aviation à son projet que Paul Desplantes, Paul Chassagne, René Lemaire et leur équipe sont déjà en train de dessiner. Il fabrique même une maquette grandeur nature pour les besoins de la promotion et pour que Marcel Dassault puisse en corriger l'esthétique. De son côté, Serge Dassault, directeur général de l'exportation depuis 1961, revient des États-Unis avec un rapport plein d'avenir pour l'avion. Le 1er avril 1963, l'appareil sort de l'usine, entouré de tous ceux qui en connaissent les moindres rivets. Quelques jours plus tard, Charles Lindbergh visite Mérignac et découvre le Mystère 20. Il télégraphie à la direction de sa société, la Paname, pour leur dire qu'il a trouvé leur oiseau. C'est seulement après son départ que le premier vol a lieu. Quelques jours après, la Paname signe une commande de 120 unités. Pour les besoins du marché américain, l'avion est rebaptisé Falcon, Faucon en français. Le modèle est adapté aux impératifs de la société Federal Express Corporation, transporter rapidement du fret pendant la nuit. La gamme s'étoffe très rapidement. Le Falcon 10, plus petit, propose une motorisation à consommation réduite. Il devient pourtant le plus rapide des avions d'affaires. Le Falcon 30, d'une capacité de 30 à 40 passagers, ne sera pas commercialisé, mais il permet de résoudre des problèmes complexes d'aérodynamique, avancées techniques dont bénéficient les Falcons suivants. Marcel Dassault et la Direction générale de l'aviation civile ont le désir de mettre sur le marché un avion de transport commercial de 130 à 150 passagers. Le Mercure doit concurrencer le Boeing 737. Ce défi passe par une recherche de partenaires. L'idée séduit, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et la Belgique participent à son financement. Le Mercure devient le premier grand programme d'aéronautique civile à réaction en coopération européenne. Le Mercure 01, assemblé dans l'usine de Mérignac, dirigé par Jacques Esteb, sillonne les airs le 28 mai 1971. Dans la cabine de pilotage, Jean Courreau, Jérôme Rézal et Gérard Joyeuse jouent des 2 réacteurs Pratt & Whitney. Ce n'est plus un rêve pour les passagers du vol inaugural. Ils sont dans l'avion qu'ils ont imaginé et dessiné sur le papier. La compagnie intérieure française Air-Inter se fait livrer 10 Mercure 100. Pour leur fabrication, la société Dassault crée 4 usines. À Martignas, à Poitiers, à Istres et à Seclin. Cette dernière, près de Lille, est bâtie pour usiner les pièces mécaniques de haute précision et de grande dimension. La crise économique est là. Le dollar est dévalué. La commercialisation du Mercure 100 est difficile face aux géants américains. Malgré les grandes qualités de l'appareil vanté par les pilotes de ligne, les ventes s'arrêtent là, la chaîne de montage aussi en 1975. La situation internationale évolue. Georges Pompidou adapte l'aéronautique française aux contraintes politiques et financières du pays. Sur sa demande, Marcel Dassault doit racheter la société Breguet Aviation. Les premiers contacts ont lieu en 1967. La société acquiert le capital détenu par Sylvain Floirat. Déjà gérant, directeur général de la Société des avions Marcel Dassault, Benoît Claude Vallière est nommé président de la société Breguet Aviation. En 1907, le gyroplane Breguet-Richet pose le principe de l'hélicoptère. De 12 ans l'aîné de Marcel Dassault, le jeune Louis-Charles Breguet et son frère Jacques se passionnent pour relever ce nouveau défi, voler. La réussite de leurs travaux se concrétise pendant la Première Guerre mondiale. Les ateliers d'aviation Louis Breguet produisent en nombre le bombardier Breguet 14 acheté par l'armée française.
Louis Breguet crée des sociétés qui donnent naissance à une large gamme d'avions civils et militaires. Le quadrimoteur Deux-Ponts vole sur les lignes d'Air France, une société dont il est l'un des fondateurs. Mais l'entreprise connaît de graves difficultés financières. Elle doit être vendue après le décès de Louis Breguet. La fusion entre les deux sociétés est effective en 1971. La nouvelle raison sociale a pour nom Avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Avec cet achat, Marcel Dassault hérite de 2 projets en coopération, le Jaguar et l'Atlantique. En ce qui concerne l'Atlantique, avion de patrouille maritime, le programme a débuté en 1959 sous les directives de l'OTAN. Le projet est ambitieux sur le plan de la coopération. 4 gouvernements européens sont partie prenante aux côtés de la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, puis plus tard l'Italie. Le consortium européen SECBAT permet la fabrication en série de l'avion. Quelques années plus tard, une nouvelle version voit le jour sous le sceau de la société Avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Le ministre de la Défense décide d'équiper la Marine nationale d'un appareil de patrouille muni d'un système d'armes entièrement modernisé. L'ATL-2, pour Atlantique 2, vole le 8 mai 1981, piloté par Jacques Gesberger. Le prototype français du Jaguar franco-britannique vole, quant à lui, en 1968, avec Bernard Witt comme pilote d'essai. Initialement avion d'entraînement, le Jaguar français est peu à peu devenu un avion d'attaque au sol. Malgré une gestation difficile, 573 exemplaires ont été vendus, dont 116 en Inde. Le Jaguar participe à plusieurs conflits. Les tensions au Tchad et la guerre du Golfe en 1991 en ont révélé les qualités indéniables. Une autre coopération franco-allemande, celle-ci, menée conjointement par Dassault et Breguet, a pour objet un avion-école, nom de l'appareil Alpha Jet. La société allemande Dornier participe activement au développement de l'avion. Au final, respect des délais, des accords financiers et des définitions d'usage. Et les ventes sont à la hauteur des espérances. Grâce à ses performances et sa fiabilité, l'Alpha Jet remplace en 1981 les Fougas Magistères de la patrouille de France. En 1967, une importante grève survient dans l'entreprise Dassault. À Bordeaux, les salariés débraient les ateliers et manifestent dans les rues. Les revendications portent sur la parité des salaires entre province et Paris. Les personnels ont satisfaction. Marcel Dassault, à l'écoute, prend des mesures sociales plus avantageuses que ce que préconise la loi. Des mouvements sociaux plus ou moins longs émaillent l'histoire de l'entreprise, au rythme des réformes des pouvoirs politiques en place. Marcel Dassault règle personnellement les litiges avec les représentants syndicaux qui obtiennent régulièrement gain de cause. Au salon de l'aéronautique du Bourget de 1975, Marcel Dassault vante à Valéry Giscard d'Estaing les mérites de plusieurs projets pour équiper l'armée de l'air. Le tout récent Mirage 4000 et le Mirage 2000. Malgré une conjoncture mondiale défavorable au début des années 70, le président doit prendre des options. Que la France construira dans les années 80-90. Et j'ai pensé qu'il fallait au contraire continuer dans la direction qui était celle de nos meilleurs résultats, c'est-à-dire les monoréacteurs très performants. Et nous aurons le meilleur appareil mondial des années 80-90, qui est ce qu'on appelle le Mirage 2000. De plus, le retour de l'aile Delta avec le Mirage 2000 est indissociable des commandes de vol électriques fiables. Grâce à elle, le concept de stabilité artificielle est maintenant réalisable. Le Mirage 2000 est le premier avion d'assaut équipé de commandes de vol tout électriques à être fabriqué en série. Et son système d'armes est entièrement numérisé. L'avion connaît des évolutions successives liées aux demandes des clients français et étrangers. En 1959, une guerre civile oppose le Nord-Vietnam au Sud-Vietnam, gouverné par 2 tendances idéologiques totalement différentes. Chacune des parties cherche à s'imposer sur l'ensemble du pays. 5 ans plus tard, les gouvernements russes et américains s'engagent concrètement dans cette guerre, chacun prenant le parti d'un camp. Après plus d'une décennie de combats, les Américains se retirent, l'échec est cuisant. Devant ce désastre, le gouvernement souhaite concevoir des armements qui permettent la guerre zéro mort du côté offensif et qui évitent au maximum les dommages collatéraux.
Entre 1971 et 1973, l'État américain multiplie ses interventions monétaires. La dévaluation du dollar entraîne une perte de compétitivité aéronautique française car les contrats sont tous négociés dans cette monnaie. La concurrence est complètement modifiée. De plus, en 1973, pendant le Kippour, journée religieuse juive, Égyptiens et Syriens attaquent simultanément les territoires occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours. En 2 semaines, l'État israélien reprend le dessus et gagne cette guerre. En réaction au soutien américain à Israël, les pays arabes décident un embargo du pétrole vers les pays occidentaux. La crise pétrolière est mondiale. C'est la fin des 30 glorieuses, l'économie devient primordiale. Toutes les entreprises occidentales accusent le coup. L'année 1975 marque un tournant pour la société Dassault. Le médiatique marché du siècle n'est pas au rendez-vous. Les 4 États européens, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Norvège, préfèrent acheter le General Dynamics F-16 américain plutôt que le Mirage F-1. De plus, faute de crédit, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, stoppe le programme ACF, l'avion de combat du futur. Et pour finir, l'année est marquée par l'arrêt du Falcon 30 et surtout des chaînes de fabrication du Mercure. 2/3 du personnel travaillait sur le projet. Les décennies suivantes s'engagent sur des bases différentes. La durée des programmes s'allonge. Ils sont devenus beaucoup plus complexes et plus coûteux, donc difficiles à assumer par une seule entité. Le nombre de nouveaux appareils se réduit naturellement. C'est dans ce contexte que le secrétaire général adjoint Charles Edelstein remplace Pierre François au poste de secrétaire général de la société Dassault. Le Falcon 50, triréacteur destiné à traverser les océans et les déserts, est l'objet d'une première mondiale. Marcel Dassault, ingénieur visionnaire, s'appuie déjà au début de ces années 70 sur le potentiel des outils informatiques qui font leur apparition. Il demande à l'équipe de Pierre Beaune et Philippe Perrier de concevoir avec des ordinateurs un nouveau profil d'aile. L'aile supercritique se dessine sur les écrans, résultat de calculs complexes d'aérodynamique inaccessibles jusqu'alors. Cette voilure ultramoderne est encore utilisée sur certains modèles de Falcon. Le 2e avion de la série est livré à la présidence de la République française. La gamme des Falcon est étoffée. Une clientèle exigeante trouve une réponse à ses besoins et à ses désirs. Devant l'augmentation du nombre de Falcon commandés et vendus, la société Dassault et Pan American créent une société aux États-Unis, Falcon Jet Corporation. Après plusieurs années d'exploitation, Dassault rachète l'entreprise et la renomme Dassault Falcon Jet. Le site de Little Rock, un établissement important pour la société. Une filiale, Europe Falcon Service, devenue aujourd'hui Dassault Falcon Service, est créée en France sur l'aérodrome du Bourget. Cette entité assure les rôles de compagnie aérienne et de maintenance des Falcons. L'abondance de difficultés durant la décennie 70 n'a pas empêché l'entreprise de conserver toute sa vitalité. Elle doit son essor significatif à un travail ciblé sur ses points forts. Et cela se voit. Aucune société au monde ne travaille en parallèle sur 10 programmes d'avions d'envergure. Cela se sait. L'année 1977 est synonyme de vente record de Mystère Falcon de tout type, 173 pour être exact. Entre le civil et le militaire, 3 avions sur 4 sont exportés. Ces ventes couvrent une part importante de la facture pétrolière de la France. Est-ce que c'est facile de dessiner un avion à notre époque ? C'est facile grâce à l'ordinateur, autrement c'est très difficile et très long. Marcel Dassault comprend immédiatement les enjeux liés à l'informatique. La course aux logiciels innovateurs et performants s'engage. Pour la société, cela commence avec un logiciel basé sur des calculs spécifiques pour la résistance des matériaux et de l'aérodynamique. À partir d'un logiciel de conception en 2 dimensions, le département système développe un logiciel en 3 dimensions, CATIA. Ce logiciel est dédié à la modélisation des formes géométriques dans l'espace. Le dessin industriel prend une autre ampleur. Charles Edelstein, proche de Marcel Dassault, comprend tout l'intérêt de ce logiciel de conception et de fabrication innovant. Il fonde en 1981 Dassault Systèmes et en assure ensuite la charge de PDG. Les qualités de CATIA séduisent IBM qui le distribue. De nombreuses sociétés l'utilisent dans des secteurs aussi différents que la construction aéronautique, automobile ou navale. En 1990,
Dassault Systèmes invente la maquette numérique des avions. Ce modèle virtuel facilite notamment la programmation des machines d'usinage. Les avions sont entièrement définis. Des pièces mécaniques au revêtement du fuselage, en passant par les circuits hydrauliques, le carburant ou les équipements et câblages électriques. Le Falcon 2000 est le premier avion totalement conçu en maquette numérique. Il n'y a pas eu de maquette physique, ce qui est plus économique. Avec le MD-620, la société a acquis un savoir-faire dans les missiles. Ses connaissances liées au spatial permettent d'aller plus avant, comme l'étude de transporteur aérospatial TAS-1 ou de Star-H, lui aussi un transporteur récupérable. Le grand programme européen Hermès est l'occasion d'intervenir dans les domaines d'excellence des ingénieurs Dassault, comme l'aérodynamique, l'aérothermique, les qualités de vol ou les nouveaux matériaux. Vera fait partie de ces projets internationaux ambitieux. Ces axes de diversification de l'entreprise se retrouvent aussi dans la pyrotechnie. Pour le lanceur Ariane, l'Agence spatiale européenne fait appel aux compétences des personnels Dassault. Lorsque François Mitterrand devient président de la République en 1981, la nationalisation est d'actualité. Marcel Dassault cède gratuitement une partie de ses actions à l'État. Si l'État devient majoritaire de fait, l'entreprise Dassault reste une société de droit privé. Et Benoît Claude Vallière conserve son poste de PDG. Pour le ministre de la Défense, Charles Hernu, le désir d'indépendance nationale est toujours à l'ordre du jour. Le choix de l'avion pour le renouvellement de la flotte se fait naturellement. Comme les principaux pays européens ne s'entendent pas pour faire un appareil en commun, à cause de définitions opérationnelles différentes, c'est le Rafale franco-français de Dassault qui est soutenu, face à son concurrent, l'Eurofighter. J'ai signé il y a un mois la commande d'études spéciales pour préparer un prototype de l'avion de combat futur. Ce prototype ACX volera dès 86 grâce à la maison Dassault, il faut bien le dire. Et ensuite, nous passerons à l'ACT, c'est-à-dire à l'avion de combat de l'an 95-2000. C'est un avion qui comprend toutes les avancées de la technique. Et cet avion, l'étude vient de commencer. Marcel Dassault et son fils Serge Dassault présentent le Rafale A. L'événement a lieu dans l'atelier prototype de Saint-Cloud le 14 décembre 1986, devant un parterre d'officiels qui attendaient ce moment depuis longtemps. Le 17 avril 1986, Marcel Dassault décède. Le gouvernement organise ses obsèques à l'Hôtel national des Invalides. Le Premier ministre, Jacques Chirac, prononce l'éloge funèbre. La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays, dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Cette même année, Benoît Claude Vallière a 75 ans et prend sa retraite. Il devient président d'honneur. Il décède en 1989 après 52 ans de service. La succession à la tête de l'entreprise n'est pas une mince affaire et prend des proportions nationales. En 1986, malgré des pressions du ministre de la Défense, André Giraud, le vote tourne à l'avantage de Serge Dassault. Il devient le nouveau PDG de la société des avions Marcel Dassault Breguet Aviation. Marcel ne sera jamais remplacé, Serge sera autre chose, alors c'est une nouvelle ère, un nouveau patron, on verra. La continuité familiale est assurée. Il crée autour de lui un comité de direction composé de Charles Edelsten, Bruno Revlin-Falcoz, Hugues de l'Étoile et Jacques Estèbe. La tâche la plus ardue de Serge Dassault est d'adapter l'entreprise aux nouvelles exigences du marché. Il s'implique personnellement dans cette restructuration. L'esprit maison. Dans ce combat pour faire toujours mieux, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Il défend ses convictions avec force, comme la gestion participative, un des éléments de la culture de la société. Dans les 2 premières années qui suivent sa nomination, Serge Dassault explique à tout le personnel de la société ce qu'il va faire. Fermer des sites, spécialiser les sites restants, réduire les effectifs. La rationalisation industrielle s'accompagne aussi d'autres dessins. Charles Edelsten, chargé des affaires économiques et financières. Notre objectif à terme, c'est de ramener le militaire
aux alentours de 55, entre 50 et 60% de notre activité. Suite aux audits, l'adaptation à la crise se fait aussi par une réduction de personnel qui passe en 10 ans de 16 000 à 8 000 personnes. La restructuration est un modèle du genre. Désormais, une gestion financière rigoureuse s'impose, comme pour toutes les entreprises. Tout le monde s'affaire. Ce sont les derniers préparatifs avant l'objectif tant attendu, le premier vol. Le Rafale A roule sur le tarmac ce 4 juillet 1986, avec 6 mois d'avance sur les prévisions. L'appareil impressionne les experts et le public par ses qualités de vol, par son agilité. Le démonstrateur virevolte sous les ordres de Guy Miteau-Mouroir, installé aux manettes. Les commandes de vol, conçues et fabriquées par la maison Dassault, allient avec efficacité les technologies électroniques, hydrauliques et mécaniques. Les performances de cet avion polyvalent sont exceptionnelles. Le président François Mitterrand s'intéresse de près à l'évolution des matériels. Il n'hésite jamais à soutenir avec détermination la production française. Quant au Rafale, je peux le dire, il existera sur le plan militaire. C'est un avion dont nous avons le plus grand besoin et ce n'est pas la peine de parier sur le Rafale. Si c'était nécessaire, je le ferais. Cette même année, 1986, le Premier ministre Jacques Chirac poursuit dans cet axe. Il décide de lancer le programme d'avions de combat futurs dérivés du Rafale, destiné à équiper, à partir de 1996, l'armée de l'air et la marine nationale. Une commande ferme de Rafale Marine, Rafale M, est officiellement annoncée 2 ans plus tard par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Défense. Les années 90 commencent par le changement de nom de l'entreprise. Serge Dassault dévoile la nouvelle raison sociale, Dassault Aviation. L'objectif du PDG est de conquérir une part de marché plus importante dans les avions civils. Sa devise est « Le client est roi, c'est lui qui fait vivre la société ». Le rapport qualité-prix et les délais de livraison deviennent essentiels. Une gamme complète de Falcon, adaptée aux besoins des clients principalement américains, répond à tous ces critères. Pour le secteur militaire, le Mirage 2000 est un succès. Il est acheté par le Qatar, la Grèce, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Inde, le Pérou. Et les 2 autres savent La préoccupation de Serge Dassault est d'améliorer les matériels et les adapter au marché international. J'ai décidé, en accord avec nos partenaires Thomson, CSF et Matra, de lancer sur les fonds propres de la société 2 nouvelles versions du Mirage 2000 pour l'exportation. Ainsi naît le Mirage 2000-5, plus performant. Il est capable de traiter plusieurs cibles aériennes en même temps. Cet avion est vendu à Taïwan. Le Mirage 2000-9 est une évolution du Mirage 2000-5, avec des capacités air-sol supplémentaires. En décembre 1995, avec Jacques Chirac, les Émirats arabes unis commandent 30 de ces avions. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est partagée entre l'Est et l'Ouest. Un mur érigé en 1961 coupe la ville de Berlin en 2. 28 ans après, le mur de la honte est abattu. L'événement fait basculer le monde et nécessite une remise en cause complète des stratégies de défense. La guerre froide entre les 2 grands blocs prend fin en 1991. L'URSS n'est plus. Le pacte de Varsovie unissant une partie des pays de l'Est est dissous. La donne stratégique mondiale change. Les budgets dédiés à la défense sont en très nette diminution. En parallèle, une récession importante affecte le marché de l'aviation civile. Une crise mondiale de l'aéronautique d'une décennie s'ensuit. Après une période de doute face au choix du Rafale comme avion des forces armées françaises, Michel Rocard décide de l'acquisition de cet appareil. Les différentes versions du Rafale peuvent se concrétiser. Le Rafale C-01, destiné à l'armée de l'air, ouvre le bal sous la direction du pilote d'essai Guy Miteau-Mouroir. Si des figures jusqu'alors complexes à exécuter deviennent aisées à réaliser grâce à sa maniabilité, il est avant tout un des avions intégrant un des systèmes d'armes les plus performants du monde. Appareil omnirôle, capable d'assurer des missions différentes lors d'un même vol, il est conçu pour remplacer 7 types d'avions dans l'armée de l'air et la marine. Le Rafale M
destiné à l'aéronautique navale, possède la caractéristique d'être le seul avion à aile delta capable d'apponter sur un porte-avions. Quant au Rafale B, un biplace de combat, il est plus particulièrement affecté à des missions d'attaque au sol. En 1992, Pierre Jox, ministre de la Défense, signe le contrat d'industrialisation des Rafales C et Rafale M. 5 ans plus tard, le Premier ministre Alain Juppé veut rapprocher l'aérospatiale de Dassault Aviation, mais le président Jacques Chirac dissout l'Assemblée et les socialistes s'installent au gouvernement. Lionel Jospin, nommé Premier ministre, stoppe le processus de fusion. Serge Dassault a 75 ans en l'an 2000. Les statuts de l'entreprise l'amènent à céder son poste de PDG. En tant qu'actionnaire majoritaire, il choisit Charles Edelsten, déjà PDG de Dassault Systèmes, pour lui succéder. Alors, le changement de président est un moment privilégié pour faire le bilan du passé et afficher les lignes directrices du futur. Dassault Aviation entre dans l'ère du PLM. Le PLM, Product Life Cycle Management, a pour principe de numériser entièrement le processus de conception, de production et de maintenance d'un avion. Cet ensemble est géré par une suite de logiciels de Dassault Systèmes, dont CATIA. L'ensemble des partenaires industriels, bien que répartis dans différents pays, peut utiliser la même et unique base de données mise à jour en permanence. La gestion du cycle de vie de chaque avion produit est complète. C'est une révolution industrielle qui se profile. Le Falcon 7X est un avion entièrement conçu dans le cadre du PLM. C'est le premier avion d'affaires au monde doté de commandes de vol non mécaniques et assisté par ordinateur. Toutes les fonctions de pilotage sont gérées avec des logiciels informatiques, comme par exemple le Cockpit Easy. Il apporte sécurité à l'avion et à ses passagers et confort aux pilotes. Le Falcon 7X a subi des essais intensifs pour être certifié et être livré. Comme aujourd'hui tous les avions d'assaut, le Neurone passe aussi par la filière PLM. Neurone est un programme européen de démonstrateur technologique d'avions sans pilote. À la demande du gouvernement français, une coopération s'est établie avec l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Suède et la Suisse. Au cours du Salon du Bourget 2005, le président de la République, Jacques Chirac, dévoile la maquette échelle 1 du Neurone. 2 ans plus tard, dans ce même salon, Nicolas Sarkozy rencontre le PDG de Dassault Aviation qui lui présente le Rafale. L'avion est opérationnel dans la marine depuis 2002 et dans l'armée de l'air depuis 2006. Il connaît ses premiers combats en Afghanistan. L'aviation d'affaires est l'autre point fort de la société. Le chiffre d'affaires lié à leur vente est devenu très supérieur à celui des ventes d'appareils militaires. Charles Edelsten poursuit dans cette voie. Il a arrêté son choix pour la motorisation d'un tout nouveau modèle, le Super Mid-Size ou SMS. La signature du contrat se fait avec le motoriste Rolls-Royce. La gamme Falcon s'étoffe encore avec cet avion qui se positionne juste avant le Falcon 2000. En matière d'environnement, Dassault Aviation est partenaire du projet européen Clean Sky. C'est un groupe de réflexion au niveau européen qui a défini ce que devait être la recherche pour les prochaines années pour prévoir la génération future d'avions civils. L'objectif est de réduire de façon significative l'impact environnemental du transport aérien. Rester à la pointe de la révolution industrielle et des grandes évolutions de la technologie aéronautique est un défi permanent. Les enjeux technologiques, industriels, économiques et politiques tissent la toile de fond des activités des grandes sociétés. Dassault Aviation les accompagne, souvent les anticipe. Un siècle de passion aéronautique pose les bases de cet avenir.